vous remercions de l'attention particulière accordée à Sembediji. Le moment est venu pour vous informer. C'est la grande édition. En voici les sommaires. Les délégués de l'opposition du groupe thématique chargé des conflits armés ont enfin regagné les travaux suite à la médiation du Présidium sur leurs revendications exigeant la présence des groupes armés dans les travaux. Signature du protocole de partenariat entre le Fonds national de la microfinance et les institutions financières de proximité de Kinshasa, de Kikwit ainsi que de Guadolite. Cette cérémonie rentre dans le cadre de la modernisation du secteur de la microfinance, question de diversifier l'économie nationale en créant la classe moyenne en RDC. C'est ce jeudi 12 septembre qu'ont été clôturés les travaux sur l'évaluation du niveau d'exécution des recommandations du Parlement. Selon Lambert Mende, les rapports de cet atelier seront transmis au Premier ministre. Sembediji, le journal. La Banque mondiale, qui accompagne la République démocratique du Congo dans différents secteurs, compte dans le tout prochain jour élargir ses partenariats par la mise en place d'un programme de 4800 MW pour Inga 3 qui va concerner l'Afrique du Sud dans les secteurs miniers et la ville-province de Kinshasa. Cet ambitieux projet a été présenté ce vendredi par le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo au Premier ministre. Nous allons commencer avec un programme de 4800 MW. Vous savez que l'ensemble de la capacité installée en RDC, c'est 2300 MW. Nous allons faire un programme de 4800 MW qui va concerner l'Afrique du Sud, le secteur minier et également la ville de Kinshasa. Nous avons parlé des conditions qu'il fallait mettre en place rapidement pour avancer. Le Premier ministre nous a rassurés sur ces conditions-là. Nous avons l'intention de présenter ce projet à notre conseil d'administration en décembre. Et donc nous sommes dans la phase de travail avec les autorités. Le chef de l'exécutif national a demandé aux représentants de la Banque mondiale d'accélérer la cadence dans leurs interventions qui sont en cours. Après les tumultes causés hier par l'opposition qui a claqué la porte des travaux des États généraux du groupe thématique démobilisation, réintégration et rapatriement de groupes armés, les violons viennent d'être accordés au sein de ces groupes thématiques grâce à la médiation du Présidium qui est descendu ce vendredi au site de l'hôtel Invest pour calmer la tension et rencontrer les revendications de l'opposition qui exigeait la présence des groupes armés à ces travaux. De la forme, nous avions demandé à ce que les délégués dans cette commission puissent s'identifier. Et je pense que là, nous avons trouvé gain de cause. Nous devons entrer dans cette salle pour que nous commencions à nous identifier tous. Et ça, le président est d'accord avec nous, les bureaux aussi. Le deuxième aspect, c'est un problème de fond. De fond, pourquoi? Parce que quand nous étions au groupe de contact, nous avons parlé de la problématique des groupes armés. Et aujourd'hui, nous y sommes, nous voulons voir clair, contasser. Raison pour laquelle, avec les bureaux, nous avons trouvé un consensus. Ces problèmes-là, pour que l'option soit levée, le présidium, au plus tard ce soir ou demain matin, on va avoir une réunion avec les responsables de l'opposition. Et la majorité des gens qui étaient bien sûr avec nous au groupe de contact, c'est-à-dire à titre illustratif, le président, le vice-président Rouberois, le secrétaire général Thomas Louaka, José Makila et tout ce monde qui était là, on va se réunir avec eux. Et le présidium, c'est à ce moment-là, après cette rencontre, que nous avons levé l'option concernant la problématique des groupes armés. Cependant, dans le groupe thématique conflit communautaire, paix et réconciliation nationale, les travaux ont été suspendus momentanément car l'opposition avait fustigé les termes de référence mis à leur disposition. Après échange de vues, ces derniers ont regagné les travaux qui se sont poursuivis. En fait, nous sommes en train de travailler dans un esprit de convivialité. Tout se passe très bien, de manière à ce que nous puissions dégager les consensus. Et je peux dire aussi que
tout va bien là-bas. Nous sommes en train de parler des questions liées à la gouvernance. Nous avons la gouvernance politique et la gouvernance sociale. Dans la gouvernance politique, nous allons parler de toutes les questions liées à l'impunité, à la corruption, à la nationalité et même à la liberté de la presse. Notre groupe sur la décentralisation et le renforcement de l'autorité de l'État, l'ambiance est très bonne. L'ambiance est très bonne, nous avons travaillé et nous avons mis sur pied quatre ateliers et le bureau est en train de travailler très rapidement pour que dans les après-midi, nous ayons les animateurs des ateliers qui vont être constitués de la même façon qu'on l'a fait pour les co-modérateurs, les rapporteurs et les co-rapporteurs. Et nous pensons que pour notre groupe, le travail est en marche. Nous sommes là pour l'intérêt de la République et jusqu'à présent, opposition, majorité, société civile, institutions publiques se portent bien et se comportent bien dans l'intérêt général de la population. Les États généraux sont chargés de réfléchir et d'examiner des questions soumises aux concertations nationales relevant de leurs thématiques, assorties des conclusions et des recommandations adressées à l'Assemblée plénière. À quelques jours seulement du démarrage des travaux de concertation nationale, l'honorable Clément Kankoubou Kassawa Tchibobo vient d'annoncer son retrait à ces assises auxquelles il avait activement participé dès le début. Il explique à cet effet le motif de son désistement. Parce que nous avons suivi des interprétations diverses. Alors que nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de points par rapport aux revendications de l'opposition, je parle de la question sur l'inclusivité, l'opposabilité, les immunités, c'est-à-dire la protection des participants. Ce sont des questions sur lesquelles on s'était mis d'accord avec la majorité présidentielle. Mais nous avons tout simplement remarqué que quand on avance, nous avons un écho qui prête à confusion de la part des ténors de la majorité présidentielle. L'élu de Djibaïa dans la province du Kasaï occidental fait la défense du peuple congolais son combat, d'où il promet de continuer à sensibiliser la population pour la prise de conscience sur les enjeux de l'heure. Nous allons continuer à travailler, à sensibiliser les gens pour qu'on comprenne que trouver des solutions, il faut un minimum de sérieux. Et ce que nous avons proposé, c'était des choses valables. Malheureusement, ça n'a pas été pris en compte par ceux qui sont en face et nous risquons malheureusement d'aboutir à un échec et c'est l'argent du contribuable congolais qu'on aura dépensé inutilement. À cette même occasion, l'honorable Clément Kankoubou Kassa lance un appel au chef de l'État. Parce que le chef de l'État a parlé de la décrispation à la faveur des concertations nationales. Il doit aller jusqu'au bout de son engagement, qu'il n'écoute pas les gens dans son entourage, qui l'induisent en erreur. Débuté ce mardi 10 septembre 2013, l'atelier sur l'évaluation du niveau d'exécution des recommandations du Parlement, après un labeur de qualité des experts du gouvernement, a passé en revue sur la nécessité de maintien de l'influence réciproque entre les deux grandes institutions de la République. Il s'agit du Parlement et du gouvernement. À la clôture de ces travaux, Lambert Mende témoigne de la reconnaissance aux participants. Je voudrais d'abord exprimer ma totale satisfaction et vous adresser mes vives félicitations à vous-même, Monsieur le Secrétaire Général, et à tous les membres de la commission préparatoire, ainsi qu'aux délégués des différents ministères ici présents, qui se sont impliqués dans ces travaux dont je salue aussi bien la qualité que la pertinence. Selon le porte-parole du gouvernement, ces travaux est un motif d'espoir pour la consolidation de la bonne gouvernance de la République démocratique du Congo. C'est donc avec satisfaction que je prends acte du niveau d'exécution de ces recommandations, dont le taux est à mon avis assez satisfaisant. Le rapport de ces travaux sera rapidement transmis par mes soins à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui à son tour pourra en rendre compte devant la représentation nationale. Sur 28 ministères qui forment le gouvernement actuel, 26 ont répondu et 2 autres seulement se sont absentés pour une raison inconnue.
Le chef de l'État veut faire de la microfinance un instrument efficace et moderne au service de plus grand nombre de populations vulnérables exclues du système financier classique. C'est dans cette vision que le Fonds national de la microfinance a procédé à la signature du protocole d'accord de partenariat avec les institutions financières de proximité de Kinshasa, de Kikwit et de Guadeloupe à l'hôtel Memling ce vendredi 13 septembre. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la Banque centrale loue cette initiative qui, selon lui, la création de la classe moyenne va diversifier l'économie nationale. Or, vous savez, aujourd'hui, notre économie est faiblement financée. Le système bancaire fait certes des efforts, mais le montant, l'encours de crédit de 1,6 milliard est très faible par rapport aux besoins de notre économie. Donc nous avons besoin de développer une synergie qui puisse créer des conditions de financement directement aux populations qui n'ont pas accès aux banques. Satisfait, le coordonnateur du Fonds national de la microfinance étale la démarche adoptée pour accomplir cette mission. Nous devions nous mettre d'accord avec le partenaire qui vont accomplir cette tâche. Notre approche, c'est une approche indirecte. Nous la dénommons approche de faire-faire. C'est-à-dire, nous ne ferons pas l'offre de services de microfinance directement vers le bénéficiaire. Nous la passerons à travers les professionnels du secteur de la microfinance, qui sont les institutions financières de proximité. Il faut entendre par là les coopératives et les institutions de financement. Du côté des partenaires, un ouf de soulagement a été remarqué. Moi, je sais que maintenant, l'État va maintenant s'occuper des institutions de microfinance qui étaient dans les temps abandonnés. On n'avait pas de partenaires publics. Et actuellement, avec la création du Fonds national de la microfinance, nous avons maintenant un partenaire qui saura nous soutenir financièrement et techniquement. Rappelons que l'accessibilité des clients pauvres à ces services financiers s'assureront selon les 4 leviers de la promotion de la microfinance, notamment le renforcement des capacités et appuis institutionnels, le refinancement et la mise en place des lignes de crédit, la sécurisation des opérations ainsi que la gouvernance. Relance et poursuite de la campagne nationale de dons bénévoles des sons par les jeunes pour sauver des vies. C'est ce qui a constitué l'essentiel de la matinée de sensibilisation tenue ce jeudi 12 septembre par le Conseil national de la jeunesse en collaboration avec le Programme national de transfusion sanguine à son siège. L'objectif poursuivi par ces derniers est celui d'inciter la jeunesse dont l'âge varie entre 18 et 25 ans, l'adopte de la culture du don bénévole de sang. En République démocratique du Congo, la jeunesse constitue un point démographique très important qui est un atout majeur dans la réussite de cette activité que nous allons réaliser, de mobiliser plus de 2000 jeunes donneurs bénévoles de sang à travers le pays. Présent à la cérémonie, le directeur technique du Programme national de transfusion sanguine a retracé la mission et les fonctionnements de leur structure. Le besoin en sang sur l'ensemble du pays est estimé autour de 450 000 transfusions. Ça donc suppose qu'il y ait 450 000 au moins dons bénévoles de sang. Parce que les recommandations que nous avons couchées en termes de politique veulent que 100% des dons proviennent des donneurs bénévoles de sang. Cette matinée a été soldée par une visite guidée des installations du Programme national de transfusion sanguine en passant par la salle de prélèvement, la salle de conservation, les laboratoires de traitement ainsi qu'au dépôt où est stocké les poches servant à la transfusion sanguine. Il y a des trousses, il y a des lois. Quel rôle joue la société civile et la presse malienne dans la consolidation de la démocratie du pays? C'est la réflexion initiée par l'Assemblée nationale du Mali. Le pays sort d'une crise multidimensionnelle, dont une rupture de la démocratie par le coup d'État de mars 2012. Afin d'éviter de tels coups de frein, le rôle de la société civile doit être déterminant. La presse doit être plus éveillée, décidée, déterminée à critiquer tout ce qui ne va pas, à dénoncer tout ce qui ne va pas, à obliger les acteurs politiques à respecter les règles du jeu, à respecter la loi,
à respecter la loi fondamentale, la Constitution. C'est en cela que la presse va contribuer à revitaliser cette démocratie-là. La démocratie, c'est un processus de tous les jours. Et il faut essayer d'y poser les garde-fous pour que ce qui est arrivé récemment, un coup d'arrêt, n'arrive pas. Une table ronde qui est aussi l'occasion pour les acteurs politiques et la société civile de faire le point de 20 ans de démocratie au Mali. Il y a 20 ans, les infrastructures ont progressé. Les hommes ont eu à mieux se loger. La santé, quoique elle soit encore à l'état très critiquable, a progressé. En invitant la société civile, elle pourra nous dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et comment devrons-nous faire désormais pour que cette démocratie qui est toujours fragile soit maintenue à l'état. Les participants ont cependant déploré la non-intégration de la charte de Kouroukanfouga par les élus. Une charte qui a été élaborée en 1235 et qui servait de constitution à l'empire du Mali de Soundiata Keïta. L'état d'urgence a été prolongé de 2 mois en Égypte. Il avait été instauré le 14 août, le jour où la police et l'armée égyptienne avaient lancé l'assaut sur 2 rassemblements pro-Morsi, provoquant la mort de centaines de manifestants. Une mesure qui concerne la moitié des provinces du pays, mais qui au fil des semaines est graduellement écourtée puisqu'elle ne dure plus que 7 heures par jour. Je pense que l'état d'urgence doit être prolongé jusqu'à ce que le pays se stabilise du fait de la situation instable et des problèmes de sécurité qui sont toujours présents. La plupart des Égyptiens ne s'opposent pas à cette mesure, bien au contraire. L'état d'urgence n'est pas pour moi. Il a été mis en place pour les voyous et les terroristes. Je ne vois aucun problème à ceux qui l'appliquent pendant 1 ou 2 ans. Ceux qui s'opposent à cela sont des bandits. Depuis le 14 août, près de 2000 membres des Frères musulmans, la mouvance de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi, ont été arrêtés suite à des mandats du parquet ou en vertu de l'état d'urgence.